En 64, Concorde, c'était quoi? Un accord, un bout de papier entre deux gouvernements décidés à le faire, quelques dessins sur des planches et quelques études fondamentales de matériaux. Ça avait à peine commencé, ça avait commencé 18 mois avant. Je suis arrivé moi, à la société à la naissance un petit peu début 62 et l'accord intergouvernemental a été en novembre. Mais pour aller voler en 69, c'est diablement long. Et diablement, c'est pas un adjectif au hasard. Ça veut dire que vraiment, nous avons été entravés par cela. Il était impossible de faire autrement. Impossible de faire autrement à deux titres. Premièrement, le coût, qui, comme vous le savez, a été bien plus important que celui estimé au moment du lancement, et qu'un pays, eux ou nous, n'auraient pas pu supporter seuls. Et deuxièmement, que si c'était nous qui tentions de faire seuls, on n'avait pas le moteur. C'est-à-dire que le moteur Olympus était le moteur qui avait été retenu par les militaires britanniques pour équiper un bombardier à Mach 2. Et donc il a été développé initialement pour cela. Et donc l'utilisation pour le Concorde, ça a été une extrapolation de ce moteur. Les objectifs, on le voit, sont au-delà du savoir-faire. Scientifiquement, c'est possible. C'est pas prouvé. Ça veut dire qu'il faut se doter de gros moyens. Et les moyens mis en œuvre sur Concorde, c'est aussi des moyens pas comme les autres. Ce projet est un projet pas comme les autres et les moyens sont des moyens pas comme les autres. C'était une ambition déraisonnable. Elle était tellement déraisonnable que personne n'a réussi à le faire, à part nous. Alors, en gros, il y a 3 grands postes qui font que l'avion satisfait son cahier de charge ou pas. Il faut une finesse aérodynamique, c'est-à-dire un rapport, un quotient de la portance par la traînée aussi élevé que possible. Il faut une masse de structure, une masse à vide aussi faible que possible. Et il faut une efficacité de propulsion optimale. Si on n'avait pas pu monter en poussée l'Olympus, on n'aurait pas traversé l'Atlantique. Parce que, les calculs, les essais ont montré que les calculs étaient un peu optimistes, même légèrement, même plus qu'optimistes. Et il a fallu quand même passer la masse totale de l'avion au décollage de 130 tonnes à 180 à peu près, quoi, hein. Et puis on découvre qu'on a tout à créer en matière de système, qu'on ne peut rien trouver sur étagère. Ni une pompe hydraulique, ni un alternateur, ni un groupe de conditionnement d'air, ni rien, parce que les choses ne sont pas adaptées aux conditions d'environnement. Pour certaines, il va falloir travailler à des pressions, à des températures plus élevées. Alors ça a pris un certain temps et on a commencé à tailler le métal pratiquement début 65. Début 65, on commence à tailler le métal. Et ce qui est très nouveau sur cet avion, c'est que Cervanti a dit, pour faire cet avion, la tôle, très peu pour moi, il faut faire des pièces usinées dans la masse. Et le premier essai que nous faisons, c'est la mise en pression de la cabine. Et là, il y a une porte qui fout le camp. Hein, voilà, donc, oui, une porte britannique. Moi, il me tardait effectivement que l'avion vole. Et il a volé un jour. Le premier vol d'un avion, c'est toujours un grand jour. C'est l'aboutissement d'années de travail à tous les niveaux. C'est une épopée, certes, mais c'était réfléchi à chaque moment. On n'est jamais parti à l'aveuglette. Hein. On est parti découvrir, puisque notre principal boulot, ça a été d'aller voir des choses que personne n'avait vues. Et c'était l'excitation d'aller dans l'inconnu comme ça, mais une excitation très mesurée. Nous étions tous des gens pondérés. Au fond, on se prenait peut-être au jeu. Hein. On était dans cette machine, dans ce simulateur. On vivait pratiquement avec lui. Hein. On a passé des centaines d'heures à voler, donc à faire voler quelque chose qui, je suis d'accord, était virtuel, mais enfin qui nous ressemblait de plus en plus à Concorde.
Et quand j'ai vu qu'il était prêt à lâcher des freins, j'ai organisé ma trajectoire pour me retrouver exactement en patrouille avec lui au moment de son envol. Et dans cet envol initial, cette silhouette-là qui était braquée dans le ciel, j'ai dit sur la fréquence à Turcat, tu peux pas savoir comme c'est beau. Et quand on l'a vu arriver, là, on s'est dit, il va la prendre, la piste, oui, bien sûr. Puis il est arrivé très calme, très beau. Gros soulagement, quand même. On nous a dit, voilà l'avion, il est tel qu'il est, à vous maintenant de le vendre. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, je dirais malheureusement. Mais c'était une époque où les aspects commerciaux étaient sous-estimés, les aspects relations avec les compagnies étaient sous-estimés, et les aspects économiques n'étaient pas évoqués dans le niveau de détail où ils le sont aujourd'hui. Tant que l'avion n'avait pas volé, il était difficile d'en faire une réalité aux yeux de beaucoup, surtout que le programme avait pris quand même un peu de retard, enfin au moins 1 an de retard. Je pense que beaucoup n'étaient pas fermement décidés, mais c'était important pour leur image. C'est un avion mythique qui va voler en supersonique, qui va écrémer une clientèle à haut revenu. Je ne peux pas être absent. Donc après, on verra bien comment ça va se passer. Malheureusement, est arrivée l'année 73 avec le choc pétrolier. Et là, du jour au lendemain, les prix du pétrole ont explosé, si vous voulez. On a vu un commencement de désintérêt des compagnies, dû à un faisceau de choses, performance, économie, écologie et bien sûr les obstacles qui peuvent être mis sur le plan politique. Mais ce n'était pas que les obstacles politiques. C'était quand même une année charnière, 73, début 74, au-delà de laquelle on était à peu près persuadé qu'on n'arriverait plus à placer cette machine, quoi. Je me souviens qu'on nous a appelés de New York lorsque Panam a dit « bon, on vient de faire la négociation pendant 4 à 5 mois et définitivement, on a pris la décision de ne pas acheter Concorde ». Si vous voulez, les conditions d'exploitation se précisaient, le marché devenait de plus en plus réduit et je ne voyais pas ce qu'un certain nombre de compagnies aériennes on pouvait rêver. Mais compte tenu des performances de l'avion, des contraintes qu'on lui imposait à cet avion, je ne voyais pas où l'avion allait pouvoir opérer. Et à partir du moment où le fait qu'un Atlantique resserré, ben c'est fini, quoi. Cet avion était, je ne sais pas, mais était peut-être une étape forcée pour faire Airbus. On n'aurait peut-être pas pu faire Airbus du premier coup comme ça. En tout cas, tel qu'on l'a fait. Mon père m'a toujours dit que le Concorde était quand même un avion qui avait beaucoup aidé l'Airbus. Donc, si vous voulez, le programme Concorde, en soi, en dehors de l'avion, il a apporté aussi beaucoup d'expérience dans la gestion d'un programme multinational. Moi, personnellement, je suis reconnaissant à Concorde. C'est peut-être cher payé, mais je pense que sans Concorde, on aurait eu beaucoup de mal à être leader sur l'Airbus. Beaucoup de mal. Il faut bien voir, en 69, année de la première marche sur la Lune, c'était un peu notre Lune à nous. Des techniciens ou des rêveurs ont réalisé leurs rêves indépendamment de considérations financières sérieuses. C'est Mermoz, il a dit « l'aviation, ça s'est fait avec de la foi ». Eh bien, je crois que Concorde, c'est exactement la même chose. Et s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient cru de toute leur âme, de tout leur cœur, eh bien, cette épopée Concorde n'aurait jamais vécu. Je dirais plus avoir le sentiment d'avoir participé à une grande aventure technique et humaine. Nous, on y est arrivé. On a fait un transport supersonique qui, tous les jours, pouvait aller de Paris à New York et traverser l'Atlantique en 3h30. C'est amusant de connaître ces histoires, mais c'est dire aussi l'atmosphère dans laquelle on était et où jamais l'humour n'a perdu ses droits. Nous avons vécu ensemble une période heureuse.